Bonjour à toutes et à tous. Je suis au nom de Valbiome, excusez-moi, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau tour de la biométhanisation. Nous remercions la commune des Auprelles pour nous accueillir et pour la visite qui s'en suivra de cette présentation. Je souhaite également remercier nos différents sponsors, que ce soit Econova, Ecolab, Inolab, Cogen Green, Coretech, Gaz.be et Voile Vert qui nous soutiennent dans cette initiative de promouvoir la biométhanisation en Wallonie. Et évidemment, je voudrais remercier Dominique Grenier de Échevin et Auprelles qui va nous présenter évidemment le projet qu'ils ont mené ici sur la commune. Nous aurons dans quelques instants, c'est pour ça qu'on a un peu meublé pour être sûr que Valentine Moreau d'IDETA est bien sur le parking et qu'on pouvait démarrer, ce qui est le cas, elle va arriver dans quelques instants. Et puis moi-même qui vais vous présenter au nom de Valbiome un peu le sujet et en plus de l'introduction. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la communication, l'étape clé pour aller plus loin dans les projets de biométhanisation, mais en fait, qui sont en fait le message clé pour les projets énergétiques où il y a une thématique assez récurrente en communication dans le développement de ce type de projet. Alors, comment faciliter l'acceptabilité sociétale des projets? C'est un enjeu majeur aujourd'hui qui est quand même assez présent sur tous les territoires. J'aurais dit, ce n'est pas une spécificité wallonne. Et donc, on va essayer très modestement d'aborder rapidement cette thématique. Alors, est-ce que c'est vraiment un sujet, la communication et l'acceptation sociétale en tant que telle? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les illustrations sont plus françaises, parce que la France a plutôt une vocation à contester dans la rue, hein, donc sur les images c'est plus parlant, mais je veux dire en Belgique, quand on voit le nombre de recours qui sont introduits sur tout type de projet, c'est assez phénoménal, c'est assez rare en fait, et c'est ce que Valentine nous présentera par la suite, de voir qu'un projet peut aller à son terme au niveau de demande d'autorisation sans vraiment un processus de recours qui est vraiment très rare en fait. Donc évidemment la biométhanisation, mais ce n'est pas que la biométhanisation. Vous avez le même problème pour les projets de chaufferie biomasse qui sont aussi des fois impactants et que vous avez des contestations. Vous avez sur l'agrophotovoltaïque aujourd'hui où ça se développe même chez nous et il y a déjà aussi des débats là-dessus et avec des mouvements contestataires. Je ne dis pas à tort ou à raison, c'est simplement pour illustrer les différents cas. Ce n'est pas nouveau quand on fait un gros projet, une nouvelle porcherie, un élevage de volailles, le projet des 1000 vaches dans le nord de la France, automatiquement vous avez aussi ce type de problème. Pas très loin d'ici, quand même du local, Clairbout, projet d'usine de transformation de pommes de terre, ben là c'est les mêmes problématiques. Et évidemment, le secteur de l'éolien, je veux dire, ça ça va de soi. Je ne pense pas qu'il y ait un projet d'éolien qui n'ait pas un problème d'acceptabilité sur le territoire. Et donc aujourd'hui, nous, on va quand même faire un focus sur la biométhanisation et voir comment on peut essayer d'améliorer la situation. Alors, ce qui est passionnant avec la biométhanisation, mais qui est aussi le point le plus complexe, c'est la multitude d'intervenants. Donc, quand vous êtes porteur de projet, évidemment, vous avez l'administration, ça c'est classique et qui n'a rien à voir avec les projets énergétiques, mais vous avez l'administration communale qui est souvent en fait le premier interlocuteur et souvent même plutôt bienveillant à vous essayer. Je veux dire, les gens en général ont peur de l'administration, mais c'est une erreur. L'administration est là pour faire que les choses soient bien faites et dans les règles et que ça se passe bien. Mais vous avez déjà toute une série d'acteurs avec qui vous allez devoir discuter. Évidemment, les citoyens, en fait, qui se retrouvent partout, parce que, je veux dire, à l'administration, il y a peut-être communal, il y a aussi des citoyens. Et
les citoyens aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, ont des moyens d'interagir beaucoup plus rapidement, de toucher énormément de membres d'une commune ou d'une communauté de communes assez facilement, sans devoir vraiment investir beaucoup d'argent. Donc en fait, il y a un effet de masse qui se fait, qui ne se faisait pas avant avec les réseaux sociaux, et qui quand même doit être pris en compte de manière très importante. On a évidemment les représentants des citoyens, c'est-à-dire les élus à tous les niveaux de pouvoir. Et puis on a les professionnels qui sont là, je veux dire, pour faire avancer ce projet. Mais en fait, en termes de communication, c'est ça l'essentiel. C'est que est-ce qu'à tout moment, à tout public, vous allez annoncer le même message sur le même projet? C'est ça un peu aussi la clé. C'est que ce n'est pas une question de mentir, d'omettre ou quoi que ce soit, mais je veux dire, en fonction que ce soit l'administration, le citoyen ou un professionnel, forcément, il n'y a pas le même niveau d'attente et donc de message à passer. Si on prend en fait rien que sur le pôle environnement de la région wallonne, quand on fait un projet d'assez grande ampleur, le pôle est composé de 17 membres qui représentent les syndicats, les instances, l'Union des villes et communes, l'Union wallonne des entreprises. Donc vous vous retrouvez avec une multitude d'acteurs qui peuvent et qui vont légitimement vous poser des questions sur votre projet. Et donc, évidemment, il va falloir pouvoir répondre à ces gens-là, à leurs questions, à leurs inquiétudes. Et donc, ça va de soi qu'il va falloir un peu organiser ces messages. Alors, la portée du message, elle est très importante. Comme je l'ai dit, avec les réseaux sociaux, il y a un effet démultiplicatif. Et donc, si tout le monde est pour votre projet et qu'il discute devant le supermarché du coin, ce n'est pas un problème. Parce que quand tout le monde est convaincu qu'on en discute, le résultat de la communication globale sera toujours sur 100%. Par contre, si pour chaque individu, il y a toujours un petit truc qui les chagrine, mais on est bien pour le projet, mais pas à 100%, en fait, on peut un risque de combiner les différentes incertitudes des uns et des autres et faire en sorte que le message global à la fin dit « tout compte fait, ce projet, c'est de la merde ». Et donc, oui, mais dans la biométhanisation, c'est un terme quand même assez utilisé. C'est important de bien comprendre ça, et l'enjeu principal, c'est surtout de ne pas négliger la communication et surtout de l'anticiper. Parce qu'une fois que la machine est lancée à 60%, pour la faire remonter à 100%, vous allez mettre beaucoup plus d'énergie. Donc, on a le thème qui est le phénomène NIMBY, bien connu, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que le phénomène NIMBY. Le phénomène NIMBY, en fait, aujourd'hui, certains plutôt grands acteurs industriels ou autres, sont convaincus, et il faut une erreur là-dessus, que si le projet techniquement est bien ficelé, tout est bien pensé, les moindres détails et ainsi de suite, et que économiquement c'est juste, mais que ça va se faire parce que c'est normal. Mais, de leur point de vue, oui, mais comme ils ne sont pas tout seuls, en fait, ils n'intègrent pas la notion de territoire. Donc ça, c'est vraiment important. Ne pas croire que vous avez le meilleur projet du monde. C'est le vôtre, le meilleur projet du monde, mais il faut aussi qu'il soit un peu le projet des autres. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à faire passer. Le deuxième point, c'est l'environnement. Bon, on le sait bien sur les éoliennes, ou je veux dire, le fait que dire que c'est quelque chose qui pourrait, entre guillemets, être bien pour tout le monde ne suffit pas. Il faut vraiment pouvoir le démontrer et tenir compte, en fait, du local et pas uniquement du global. Et alors, après, le pire, c'est les porteurs de projets qui viennent et qui disent voilà, quoi qu'il arrive, moi, je déroule et j'y vais. Ça ne marche pas toujours. Je veux dire, dans ma commune à côté de Gembloux, pendant 10 ans, pour essayer d'avoir un permis. Le porteur de projet éolien a essayé, et au bout de 10 ans, du coup, après avoir dépensé des centaines de milliers d'euros, là derrière en avocat, en recours et ainsi de suite, il a abandonné. Et donc aujourd'hui, là, l'exemple, c'est Matexi à Liège, promotion immobilière. On n'en parle pas ici parce que ce n'est pas le sujet, mais ils ont le même problème aussi aujourd'hui, c'est l'intégration en fait sur le territoire. Donc le phénomène NIMBY n'est pas propre à la biométhanisation. Et donc, en fait, quels sont les freins qui sont identifiés?
ce que je n'ai pas dit sur le slide précédent, aujourd'hui, il y a des études universitaires qui sont faites sur le phénomène NIMBY, sur le fait de la biométhanisation, sur l'acceptabilité sociétale des projets, avec des recommandations qui sont faites à l'intention des politiques au niveau régionaux pour essayer justement de mettre en œuvre des moyens pour pouvoir non pas obliger les gens à accepter les projets, mais ouvrir un dialogue. Et donc, en fait, la première chose, c'est ne pas anticiper. Si vous prévoyez d'aller à la commune pour dire tiens, j'ai une idée, je voudrais faire un projet de biométhanisation et que vous n'avez pas préparé cette réunion et que vous n'avez pas préparé que les élus, il y a toujours des pour, il y a toujours des contre, vont dès le soir en discuter dans leur groupe politique avec leurs amis, avec leurs voisins, la machine est lancée. Donc, si vous attendez d'être devant le fait accompli, ça ne va pas. Donc, il faut évidemment se projeter. Il faut avoir une ligne du temps, de voir les différentes étapes à mener et quand est-ce qu'il faudra communiquer. L'irréalisme. Essayez de faire croire à tout le monde que c'est le plus beau projet du monde. Non, ce n'est pas vrai. Les projets de biométhanisation ont des contraintes. Il faut ramener la biomasse à un endroit donné. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un effet sur la logistique, l'acheminement des biomasses. Au minima, il y a ça. Donc, il faut quand même être lucide. Évidemment, le manque de communication, il y a une certaine tendance à dire oh, on va essayer, on ne va rien dire, on va attendre que ça se tasse. Ouais, bah, ça, c'est la meilleure façon pour ne pas y arriver, qui est corroborée avec la mauvaise communication. Mentir ou essayer de rattraper les machins, c'est une fois que vous avez détérioré la communication vis-à-vis de vos différents interlocuteurs, qui en fait se traduit par un manque de confiance aux porteurs de projets, c'est foutu. Hein, donc, je veux dire, il faut avoir une communication transparente, claire, efficace et surtout honnête. Je veux dire, hein, il ne faut pas avoir peur de cacher les choses parce que le jour où ça sort, c'est foutu. L'incompétence, je veux dire, chacun son métier. Il y a quand même des études qui sont faites pour apprendre la communication. Je veux dire, ce n'est pas à donner à tout le monde de présenter les choses. Je veux dire, ici, nous, on s'équipe de professionnels pour capter cette séance. Chacun son métier. Donc, je veux dire, il faut faire appel aux gens qui ont des compétences pour vous aider à aboutir dans votre projet. La nature humaine, il y a des fois le feeling ne peut pas passer aussi, il faut en tenir compte. Il y a des gens qui sont des porteurs de projets qui doivent plutôt peut-être se mettre sur le côté, mettre quelqu'un d'autre en évidence pour aller communiquer, parce que ce n'est pas forcément une capacité qui peut être facilement intégrée dans un projet. Et puis vous avez la faute à pas de chance. Alors évidemment, l'approche doit être une approche de territoire. Je veux dire, vous êtes confronté à un territoire par rapport au projet, par rapport au fait de sourcing et ainsi de suite, vous devez aussi tenir compte de, sur votre territoire, il y a des êtres humains qui ont envie de savoir et de voir quelle va être l'implication de votre projet par rapport à eux. Et surtout, aujourd'hui, ils veulent avoir un retour. Alors, ce n'est pas forcément un retour financier, mais ils veulent évidemment que si vous, entre guillemets, vous leur faites un dommage, que ce soit un dommage visuel, que ce soit une nuisance sonore ou ainsi de suite, ils puissent quelque part en bénéficier directement, indirectement, via la collectivité. Donc, quand on a les porteurs de projets type éolien qui viennent avant et qui disent « moi, je mets mes mâts et puis basta », aujourd'hui, on voit qu'il faut avoir une ouverture citoyenne où, entre guillemets, on ouvre le capital du projet à une participation. Après, s'ils ne veulent pas participer, ils ne participent pas. Mais je veux dire, il faut essayer d'inclure les gens au lieu de directement les mettre à l'extérieur. Et surtout, dans la suite, une fois que vous, je l'espère, aboutissez à la construction de votre projet, il faut rester ouvert et puis répondre à leurs questions et leur montrer le fonctionnement par la suite du projet. Alors, ça, c'est un peu une ligne de temps où il y a différentes actions à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, vous allez de toute façon recevoir les slides. Mais même à partir du moment où vous lancez une étude de préfaisabilité, vous allez dire « ouais, mais je ne suis même pas sûr que ce soit… » Ce n'est pas grave. Prévoyez qu'à partir de ce moment-là, on va dire, tiens, pourquoi ils font une étude de préfaisabilité? Ils vont faire un projet où, qui, comment?
Et donc ça commence. Donc il faut déjà prévoir avant de l'annoncer qu'on a fait une étude de faisabilité, d'avoir un minimum déjà d'explications. On est là chez Valbium pour vous répondre à des questions très structurelles sur le principe de la biomasse, des génériques, hein, je veux dire. Mais il faut vous doter d'un fac, comme on dit, pour pouvoir répondre à toutes les inquiétudes qui vont directement sortir à partir du moment où on fait ce moyen-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, évidemment, il faut communiquer. Il faut évidemment bien communiquer. Donc, faites-le. Il faut faire un plan. Faites-le le plus vite possible. Je ne peux dire que ça. On n'a pas le temps en 10 minutes, un quart d'heure de rentrer dans les détails, mais sachez qu'il faut faire un plan. Et situer à quel moment vous allez devoir anticiper. Vous allez devoir vous-même aller faire des conférences de presse, amener la télé locale pour expliquer et ne pas être derrière les remarques, mais les anticiper et même les devancer. Et évidemment, il faut que vous teniez compte du contexte. Je veux dire, faire un projet industriel dans une petite commune de villa 4 façades, ça risque de poser problème. Donc, des fois, c'est un peu le tort des porteurs de projets. Ils sont tellement omnibulés par l'idée, parce qu'ils ont un terrain à cet endroit-là qu'il faut le faire là. Le projet est peut-être très bon de le localiser simplement de 5 km et de le mettre dans un site un peu plus judicieux. Et surtout, en fait, le plus important, c'est de définir un plan d'action. De grâce, je veux dire, faites un plan d'action et si vous n'y arrivez pas, en fait, la seule chose que vous devez faire, c'est essayer de vous faire encadrer. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun son métier. Il y a toute une série de sociétés spécialisées dans la communication. Les industriels à grande échelle utilisent ça pour promouvoir leurs produits, mais pour aussi promouvoir leurs projets en termes, je parle par exemple aux gens qui font des projets de carrière, ils investissent des fois des centaines de milliers d'euros pour vraiment documenter ces projets-là. Et après, évidemment, le plus important, c'est d'évaluer, évidemment, chaque fois que vous avez fait une communication, de voir le retour que vous avez eu. Parce que des fois, vous allez essayer de communiquer et vous pensez que c'est bien et en fait, les retours ne sont pas forcément ceux escomptés. Donc, il ne faut pas avoir peur de les évaluer pour essayer un processus assez itératif par rapport à tout ce cheminement. Voilà. Je propose qu'on passe les 3 présentations, les 3 intervenants directement et on fera une séance de questions-réponses juste après les présentations. Et donc là, maintenant, je propose à Valentine, je l'ai vue. Ah, voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Valentine Moreau d'IDETA. Donc je suis chargée de projet dans la direction énergie d'IDETA. Je ne vais pas vous communiquer une recette magique, mais je voudrais plutôt vous partager notre expérience dans le cadre du projet Cybium. Donc je vais d'abord retracer le projet dans les grandes lignes et ensuite faire un focus sur les actions de communication qui ont été menées. Le projet Cybium, donc, il a été initié par IDETA et Cofeli, une filiale d'Engie, et ensuite un partenaire public, Cneo, s'est rajouté au projet et Dufour, spécialisé dans le traitement des déchets. C'est donc un partenariat public-privé. Le projet vise la production et l'injection de biométhane. C'est un projet de grande ampleur puisqu'on vise 1250 normomètres cubes heure. C'est localisé en Wallonie-Picarde, donc sur la commune de Lezan-Hainaut, dans une zone d'activité économique. Ce n'est pas une localisation choisie au hasard, comme l'a dit Michael Egerlus, c'est important de réfléchir à l'implantation avant de lancer le projet. Donc c'est en zone d'activité économique, c'est assez central au niveau du territoire d'IDETA, à proximité d'entreprises agroalimentaires, et on a l'avantage en zone d'activité économique de bénéficier d'infrastructures adaptées, notamment pour le charroi et pour le réseau de gaz, avec un réseau adapté à une consommation locale. Donc, le projet, il a été initié en 2014. Il n'a pas encore vu le jour actuellement, il n'est pas encore mis en œuvre. Il a connu beaucoup d'évolutions entre l'initiation officielle, la réunion d'information préalable qui est imposée par le Code de l'environnement pour les projets des permis de classe 1 et à l'heure actuelle. Ces évolutions, elles sont liées aux évolutions du cadre législatif, aux études et aussi aux échanges avec les différents acteurs pour tenter de répondre aux objections et aux remarques.
Donc lors de la RIP en 2014, on était parti, l'option prise par Engie et IDETA, c'était de partir sur un projet maximaliste et d'être très large au niveau du choix des intrants. Donc on avait des intrants agricoles majoritairement, 80%, culture et effluents, et des intrants industriels, et on allait jusqu'à 300 000 tonnes d'intrants à traiter annuellement. Cette option, elle permettait d'une part de mesurer un peu la sensibilité des acteurs aux différents paramètres, et aussi le Code de l'environnement, on ne peut pas déposer un permis plus petit que ce qui a été annoncé lors de la première réunion publique. Bon, suite à cette réunion, il y a eu pas mal de réactions, il y a eu l'étude d'incidence, et le projet a déjà été revu une première fois à la baisse. Donc on passe de 300 000 tonnes maximum à 120 000 tonnes par an, et on a exclu les effluents, parce qu'il y a eu pas mal de critiques sur ce point-là, et par rapport aux objectifs de CBiome, ça ne nous semblait pas opportun de les maintenir. Ensuite, ce permis il a été soumis à enquête publique, à consultation. Il y a de nouveau eu pas mal de retours par rapport à la proposition, et on a été un peu challengé sur la performance énergétique. Du coup, on a décidé de suspendre la procédure pour apporter quelques modifications. La principale modification, c'est de réduire encore légèrement les intrants et d'injecter du coup dans le réseau ORES et non plus dans le réseau Fluxys, ce qui permet d'améliorer bien sûr le bilan énergétique. Au niveau des intrants, il y a également eu une évolution où on a proposé une évolution de la recette au fil du temps, de partir toujours avec des intrants énergétiques, 100% de culture, et dans les 5 ans, réduire pour intégrer progressivement des déchets, des résidus de culture, des cultures intercalaires. Ce permis, il a finalement été accordé en septembre 2019 par la région Wallonne. C'est un permis IED, donc il permet le traitement de déchets. C'est un permis qui a été octroyé finalement sans recours, mais il y avait une condition émise par la région, c'est que cet approvisionnement évolutif, il devait évoluer, mais encore de manière plus contraignante et plus rapide, avec maximum 50% de culture énergétique dans les 5 ans suivant la mise en œuvre. Bon, suite à ce constat, l'option qui a été prise, c'est de commencer directement avec une recette validée par la région, parce que c'est difficile de faire évoluer à ce point le projet en si peu de temps. Et du coup, des démarches ont été entreprises avec d'autres industriels. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'une fois qu'on a un permis, c'est plus facile d'aller chercher des partenariats. On a par exemple pu intégrer la société du four, et donc le projet, pour le moment, il est en phase de finalisation de ses études, parce que la reconfiguration impose d'autres questions, notamment pour le traitement du digestat. Donc la communication, elle a permis finalement d'obtenir un permis sans recours et d'intégrer d'autres partenaires. Ça, c'est un peu la ligne du temps et les actions de communication qui ont été menées tout au long du projet, donc de la RIP en 2014 à l'heure actuelle où le permis a été prolongé. La communication, elle a été multiple, avec les médias, avec la population, avec les agriculteurs et avec les différentes instances et administrations au niveau de la région wallonne. Bon, la communication vers la presse, ce qui a été fait, IDETA et Engie disposent d'équipes de communication et de services pour faire cela. Il y a eu des communiqués de presse avant chaque étape importante. Comme Michael l'a dit, je crois que c'est important de devancer la communication pour avoir un discours un peu officiel et limiter les fake news. Il y a également un débat qui a été organisé avec la télé locale. Parce que le projet remonte un peu. Maintenant, on parle de plus en plus de biométhanisation. Je pense que c'est mieux compris. Mais à l'époque, il y avait vraiment beaucoup d'incertitudes et de questions sur ce type de projet. Les réunions avec la population, j'y reviendrai un peu, je ferai un petit focus un peu plus tard, mais donc il y en a eu 2. Une réunion obligatoire imposée par le Code de l'environnement en 2014, et puis une réunion volontaire avant l'enquête publique pour vraiment expliquer le projet et permettre des échanges avec la population. Les agriculteurs, ils sont partie forcément prenante, essentielle au projet. Donc la communication a eu lieu tout au long du projet et de manière multiple, en bilatéral, en général, j'y reviendrai aussi. Et au niveau de la commune, je pense que c'est vraiment le premier interlocuteur à aller voir, parce que lui a la sensibilité de terrain, est mis finalement en première ligne aussi par rapport aux réactions de la population. Un élément important qu'on a fait également, c'est 2 visites de site. Ça, c'est quelque chose que je conseille à n'importe quel porteur de projet de faire. Bon, à l'époque, il n'y avait pas
il n'y avait pas de site avec injection en région wallonne de cette taille. Donc il y a 2 visites qui ont été faites, une en Allemagne et une en Angleterre, avec des membres du CA d'IDETA et des membres de la commune de Leuze, dont certains agriculteurs. Et ça permet vraiment de concrétiser, d'objectiver les craintes, les réticences, de voir comment ça marche. C'est quelque chose de très utile. Alors les réunions avec la population, il y en a eu 2. Ce pas des réunions simples, vraiment avec beaucoup de monde et parfois de la tension. Un point essentiel, c'est vraiment de vulgariser pour que tout le monde soit sur le même niveau et l'information de base sur ce qu'est le projet. On avait réalisé une petite vidéo assez simple qui expliquait ce qu'était la biométhanisation et le dimensionnement dans le cadre du projet de Leuze. C'est de préparer un maximum ces réunions pour identifier les craintes et pouvoir y répondre. De manière assez classique, ce qui revient, c'est vraiment le charroi, les odeurs, les concurrences d'usage de sol. On ne sait pas convaincre tout le monde, mais on peut apporter des réponses et objectiver certains débats. Et alors, on conseille vraiment aussi de faire appel à des personnes spécialisées, une équipe de communication, pour notamment modérer la réunion et faciliter des échanges constructifs. Je vais vous passer la petite vidéo qui avait été réalisée. Voilà, c'est court, bref et simple, mais ça permet vraiment à chacun de comprendre de manière très simple le projet. Alors la communication avec les agriculteurs, ça a vraiment été une phase importante du projet et un travail conséquent. On avait choisi une méthodologie un peu en entonnoir. Il y avait 15 communes de Wallonie-Picarde, Leuze, plus autour, qui étaient situées à une distance raisonnable du site. Et donc on s'est appuyé sur les communes pour inviter l'ensemble des agriculteurs et organiser une réunion générale dans chacune des communes concernées. Ça a permis de rencontrer 450 personnes environ. Donc, lors de cette réunion, on distribuait un formulaire d'intention pour que les personnes potentiellement intéressées par ce projet puissent revenir vers nous. Ces 120 personnes, après, elles ont été rencontrées en bilatéral. Donc, je vous laisse imaginer que ça fait quand même quelques heures de travail. Pour ensuite aboutir, une fois le permis obtenu, à des discussions visant la contractualisation. L'avantage de toutes ces réunions, ça a permis notamment d'identifier les freins, puisque le projet à la base, on voulait quand même essayer d'implanter plus de cultures intercalaires à vocation énergétique, les résidus de culture. On voit que c'est quelque chose qui existe déjà en France, en Allemagne, et qui se développe bien, mais ça, on ne peut pas faire un simple copier-coller et imaginer en 2 ans que pas mal d'agriculteurs franchissent le pas. Donc ce qui avait été proposé aussi, c'est un accompagnement agronomique. Et il y a notamment eu des essais qui ont été réalisés sur un champ à Leuze,
avec des échantillonnages, etc. Et donc ça, c'est un travail aussi intéressant à faire pour aller vers ce type de culture dans les projets de biométhanisation. En tout cas, ça nous semblait une piste intéressante à creuser. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci. Et je reviens plus tard si vous avez des questions. Voilà, maintenant je demande à la commune des Auprelles de venir présenter le projet que nous allons visiter par la suite. Donc, merci d'être venus aussi nombreux à les Auprelles, une petite commune, mais belle commune de 10 500 habitants. Tout d'abord, je ne vais pas faire la présentation tout seul. Monsieur De Jong, qui est le conseiller environnement et Monsieur Biométhanisation de la commune, va présenter avec moi une partie. Pourquoi ? Parce que depuis le début du projet, nous sommes ensemble dans le même bateau. C'est sous sa voiture qu'on voulait mettre la bombe. Et c'était ma carrière politique qui devait être terminée. Mais ça, il y a 18 ans, je crois que les gens, à cette époque-là, avaient déjà compris qu'il était temps de changer énergétiquement notre façon de penser. Et donc, nous sommes toujours là. Donc, je vais appuyer, oui. Notre unité de biométhanisation, elle existe. Vous allez la visiter. C'est une belle production énergétique renouvelable et locale. C'était pour ça que la commune l'a développée. Notre unité de biométhanisation, en quelques chiffres, donc, elle a été inaugurée en mai 2015, mais comme je dis, ça fait plus de 16 ans presque 18 ans même qu'on l'avait dans les starting blocks pour la réaliser. C'est un investissement de 3 768 615 € hors TVA, mais ce n'est pas une petite commune de 10 000 habitants qui peut les sortir. Donc, nous avons eu 50% de subsides de la région wallonne, 40% de l'Europe et la commune 10% sur fonds propres. Sa particularité, c'est que nous utilisons de la matière organique, donc de 12 430 tonnes par an, 95% d'élevage et 5% de maïs. Ce qui est important, c'est que c'est plus de 11 000 tonnes de matière organique, donc de déchets que les agriculteurs apportent à notre unité pour les traiter. Nous avons donc la fermentation anaérobie qui se fait par un digesteur de 2280 mètres cubes et qui permet justement de traiter cette matière organique et d'en faire ressortir justement du biogaz et du digestat. Vous aurez compris, les spécialistes en la matière savent vers quoi la commune a été. Donc, comme le précédent projet, ce n'est pas la même chose. Ici, on a pris un moteur cogénération, d'autres prennent le biométhane. Mais pour une petite commune, nous, c'était impossible. Sinon, le biométhane est une filière qui est plus rentable. Donc, nous avons fait du digestat. Ce digestat, il est repris par les agriculteurs qui l'épandent sur leur terrain et qui permettent d'améliorer, puisque c'est un amendement de sol de qualité, la qualité de leur sol. Par contre, le biogaz, il alimente notre moteur cogénération qui produit de l'électricité et de la chaleur. Donc la production annuelle électrique, 1400 MWh par an, c'est plus ou moins 250 à 400 ménages wallons. Mais nous, il alimente les bâtiments communaux et les 3000 m² que vous voyez du hall sportif de notre régie communale autonome. Et également notre politique dans les véhicules électriques. Donc ici à Les Auprelles, vous pouvez voir, il y a beaucoup de véhicules techniques qui sont électriques et nous avons constitué une borne de recharge électrique pour tout public à charge rapide qui est devant la commune où nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de gens étrangers avec des plaques luxembourgeoises et hollandaises qui viennent se recharger ici en une demi-heure. Donc, nous avons également la production annuelle thermique de 1800 MWh par an. Cette chaleur couvre 70% en hiver des besoins énergétiques de la commune, mais également, elle permet aussi de mettre la température du digesteur. Nous sommes pour l'été en train de chercher une solution pour gérer cette chaleur, parce qu'en été, nous devons en rejeter un petit peu aux petits oiseaux. Donc voilà, mais nous sommes sur la bonne voie pour trouver une solution. Donc, une idée folle. Pourquoi une unité de biométhanisation ? Une idée folle, vous avez bien compris, au début, c'était pas de tout repos. Donc,
Cette idée, elle est née en 2004 d'une volonté politique et de recherche pour la commune de trouver des sources renouvelables par rapport aux énergies fossiles, mais également un soutien aux agriculteurs locaux. Comme j'ai entendu, c'est important. C'est les agriculteurs, c'est vrai, c'est très important de ces projets-là. Parce que nous, à l'époque, ils étaient face aux exigences européennes croissantes en matière de stockage, justement, de leur matière organique. Mais pourquoi ? Parce qu'elle s'intègre... Pourquoi ? Parce qu'elle s'intègre vraiment dans le renforcement de la politique environnementale et énergétique existante de la commune, en soutenant le principe du développement durable. Nous avons eu une réflexion globale par rapport à ce projet. Dans la commune, on part toujours, entre guillemets, de dire on a les 4 E. Environnement durable, énergie renouvelable, économie circulaire. Et l'Europe, c'est parce que, comme on a des contraintes à atteindre en matière de CO2, comme ça, nous sommes très contents d'avoir une unité de biométhanisation. Ça nous permet d'avoir une avance par rapport à nos rejets de CO2. Donc, l'autonomie et l'économie énergétique qui découlent de notre unité de biométhanisation montrent que ce projet est d'utilité publique. Pourquoi ? Les sommes habituellement consacrées à l'achat d'énergie, les économies que nous faisons, nous les réinjectons dans d'autres projets. Donc, comme je vous dis, la borne d'électricité, la borne de recharge rapide, c'est déjà une chose. Tout ce qui est ce type véhicules Gluton, qui sont des véhicules électriques, on s'est permis grâce à notre unité de biométhanisation. Donc, avoir une idée, c'est bien, mais la réaliser, c'est quand même un peu mieux, quoi. Donc, comment y arriver ? En 2004, nous avons réalisé une étude de pertinence qui nous a dit si c'était possible ou pas. Justement, cette étude a permis de montrer si, pour assurer l'indépendance énergétique de notre commune et pour servir d'exemple de développement durable à la commune. Pour atteindre ces 2 objectifs, l'étude de pertinence nous a donc permis d'évaluer justement les besoins énergétiques du domaine communal, de quantifier le potentiel énergétique de la biomasse disponible et également, comme vous avez pu voir, on a dû choisir la cogénération et nous ne sommes pas allés jusque par rapport dans le choix du biométhane. Donc, bien entendu, la dimension, on a commencé à regarder par rapport à sa dimension et également un aspect aussi, c'est les aspects juridiques et administratifs. Suite aux résultats justement positifs de l'étude de pertinence et l'intérêt réel des agriculteurs, parce que ça c'est très important, nous avons réalisé une étude de faisabilité qui nous a permis de voir que c'était possible de la faire, mais quand vous avez vu le prix, et je vous ai montré que les 10% de la commune qu'on a pu mettre, nous, c'était possible, oui, mais il fallait aller chercher des subventions. Donc, cette étude de faisabilité nous a permis de dimensionner le projet par rapport aux besoins énergétiques évalués dans l'étude de pertinence. Et lorsque nous avons pu nous avons dimensionné ce projet, nous avons pu justement voir la situation géographique et juridique du lieu où nous allions mettre cette unité de biométhanisation. C'est là-bas que ça commence. Hein. Là, ça commence. Parce que là, les gens se réveillent. Là, hein. Et nous sommes, en tant qu'échevin, je suis dans la maison communale, mais là, c'est là que je reçois même des pressions de mes confrères qui me disent « Tu vas nous envoyer où, là ?» Et là, on sent que ça commence à bouger. C'est comme dans le digesteur, ça chauffe. Donc, quand ça a été fait, donc, nous avons également les éléments par rapport au permis unique, la valorisation du biogaz, donc nous avons fait de la production électrique-chaleur, et également aussi tout ce qui est la gestion du risque de la sécurité, donc par rapport aux intrants, au gaz, électricité. Nous avons également établi un plan financier par rapport aux investissements réalisés, mais bien entendu, après, il y a le fonctionnement. Donc ça aussi, il faut commencer aussi à y réfléchir. Donc, nous avons obtenu un inventaire par rapport aux subventions disponibles, et nous avons bien fait, parce que c'est grâce à ça que nous avons pu aller chercher des sommes et que nous avons pu la réaliser. Donc, ensuite, en 2007, on a réalisé une fiche de projet pour le FEDER. Nous avons obtenu les subsides pour l'Europe et la région wallonne. En 2008, nous avons pu introduire un marché public pour désigner un bureau d'études et qui a réalisé l'étude de construction. 2009, l'étude de construction a été validée par le conseil communal. C'était déjà une belle étape. Puis, nous avons introduit un permis unique auprès du fonctionnaire.
par DAF. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant, c'était plus compliqué de parler de la biométhanisation. Nous avons eu un refus du fonctionnaire et donc nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons été en recours auprès du ministre compétent qui nous a accordé le permis par arrêté ministériel. Donc, bien entendu, 2011, entreprise adjudicataire, les travaux désignés. 2014, fin des travaux, vérification et contrôle de la mise en route. Et en 2015, inauguration officielle. Et à ce moment-là, on a commencé à aussi penser, on en avait déjà pensé, mais on a mis en place tout le suivi du projet parce que la biométhanisation, c'est comme une vache, il faut la nourrir. Et donc, il faut suivre tous les jours son évolution. Donc, ici, les difficultés, les conseils. Bon, comme vous avez pu le constater dans le slide précédent, les démarches administratives et juridiques sont très exigeantes et très contraignantes et très longues. Maintenant, je pense qu'il y a une évolution. Maintenant, je pense que les mentalités ont quand même bien évolué, et certainement dans les administrations aussi, par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, j'espère que ça pourrait aller plus vite. Donc, il faut donc bien s'entourer de spécialistes. C'est là que nous avons rencontré la SBL Valbium à l'époque, qui nous a aidés. Je ne fais pas trop de publicité parce qu'en tant que politique, actuellement, ce n'est pas bon de recevoir des cadeaux. Donc, nous avons également aussi eu la nécessité d'un personnel dédié. Parce qu'une commune, une unité de biométhanisation, c'est un outil industriel. C'est une usine. Donc, ça ne se gère pas, entre guillemets, comme une administration. Si on a les aspects, les contraintes de tout ce qui est marché public et ainsi de suite, mais le reste, il faut qu'on ait du personnel dédié à son fonctionnement. Et donc, ça nous a permis d'engager 2 personnes, 2 agents techniques qui s'occupent de la gestion de notre unité de biométhanisation. Et également aussi avoir une personne comme M. De Jong qui puisse suivre tout ce qui est les aspects juridiques, puisqu'il y a aussi la problématique TVA, et il y a aussi ça aussi. Il faut penser à tout. Donc, une autre difficulté, vous avez compris si on a parlé de bombes au début et ma carrière terminée, c'est qu'il y a eu un petit peu de résistance au changement. Et donc, on a eu une campagne de dénigrement par un riverain proche de l'unité de biométhanisation. Je ne dirai pas où il est, mais il est très proche de notre unité. Il est toujours contre, mais je crois que maintenant, je pense qu'il n'avait pas bien compris. Moi, quand au début j'étais interpellé, chaque fois que j'étais interpellé, la télévision était venue. Et l'erreur, c'est qu'ils filmaient notre bâtiment de 3000 m² en pensant que c'était ça l'unité. Ça y est, ça commence mal, la communication donc, est importante. Et c'est surtout au bon moment. Parce que nous, on a fait de la communication, mais je pense qu'on a été parfois un peu en retard. On aurait dû anticiper. Et donc, c'est ça que je vais céder la parole à M. De Jong, parce que lui a dû s'occuper justement de cette communication, et il vous en parlera mieux que moi, par rapport à la communication que la commune a dû mettre en place par rapport à ce projet. Je peux cliquer pour que tu aies... Ah oui, le micro. Je te... voilà. Tu as quand même une doute. Bonjour à tous. Donc moi, je vais aborder les aspects de communication qui ont été mis en place par la commune des Auprelles à la suite de la campagne de dénigrement orchestrée par un riverain proche, comme l'a dit Léjuin, de l'unité de biométhanisation. Il faut savoir que la campagne a débuté en octobre 2009 et s'est poursuivie jusqu'en juillet 2013. La campagne a principalement été axée par des tracts qui ont été distribués dans certains quartiers de la commune et une petite affichette non à la bio pour tous ceux qui s'opposaient. Ce qui a été assez particulier, c'est quand on a lancé l'enquête publique en janvier 2010, on s'est quand même aperçu que pas mal de gens s'étaient opposés à l'unité sans même venir voir le dossier au niveau de l'administration communale. Et quand certains étaient quand même venus voir le dossier, ils se sont un peu rétractés en se disant en finalité, j'ai enlevé mon affichette parce que ce n'est pas ce qu'on m'a réellement présenté quand on est venu distribuer les tracts. Donc on a quand même réfléchi, nous, à la suite de cette campagne et on a agi en 3 temps. Avant l'enquête publique, pendant l'enquête publique et après l'enquête publique. Avant l'enquête publique, au vu de la campagne de dénigrement qui a été mise en place, l'autorité communale a quand même décidé de rencontrer le riverain pour un peu connaître ses observations et les raisons pour lesquelles il a lancé cette campagne.
On a vite compris que lui, il s'y opposait, quoi qu'il advienne, quoi qu'on décide, parce que l'unité était à l'arrière de son jardin, pour parler comme ça. Donc, on a vite compris que ça ne servait à rien d'aller beaucoup plus avant dans la discussion avec lui. De toute manière, l'implantation et le choix de l'implantation ne lui convenait pas. Mais bon, voilà, c'était comme ça et on n'allait pas faire autrement. Puis, au moment de l'enquête publique, le collège communal alors a décidé d'aller beaucoup plus loin que ce que le décret du 11 mars 1999 sur le permis d'environnement et le livre premier du Code de l'environnement impose en tant d'enquête publique. Donc, on a étendu les rayons de l'enquête publique au lieu de se limiter, puisque c'est un permis de classe 2, à 50 mètres, auquel cas on parlait de 10 maisons qui étaient inscrites dans le rayon. Là, on a vraiment étendu à un ensemble de quartiers où on a touché entre 100 et 150 habitations. On a déposé l'avis en toute boîte et on a alors affiché 7 avis au lieu des 4 qui sont requis et recommandés par la législation. Lors de l'enquête publique, il a toujours été décidé par le collège communal d'organiser une séance d'information qui n'est pas non plus imposée par la législation, de telle sorte à permettre aux riverains de pouvoir venir s'exprimer, éventuellement faire part de doléances et d'autres éléments. Et après l'enquête publique, quand on a vu que malgré ces 2 premiers éléments de communication, le riverain continuait à distribuer des tracts, puisque je lui dis jusqu'en juillet 2013, ça s'est poursuivi. Le collège communal a décidé, alors le 26 janvier 2010, d'organiser une conférence de presse. Autant pour moi, la conférence de presse, c'est le 29 janvier 2010. Pour un peu démontrer que ce que le riverain annonçait dans ces tracts était relativement faussé et pas en lien avec le dimensionnement de notre unité. Et donc là, il a été quand même décidé de remettre un peu l'église au milieu du village et d'annoncer un certain nombre en tous les cas, de faire comprendre qu'il y avait des craintes qui étaient énoncées et qui n'étaient pas forcément démontrées. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Donc après, nous avons quand même mené d'autres actions de communication. On a publié sur le site internet de l'administration communale, j'ai mis les liens, ce qui vous permettrait éventuellement d'y accéder. Donc on a publié l'unité de biométhanisation des Auprelles pour le développement durable, vaincre les craintes irrationnelles. Et ça, c'est une petite brochure qui essayait de démontrer par rapport au tract et aux éléments qu'on retrouvait dans le tract, qu'effectivement, il y avait des craintes qui étaient irrationnelles, que ce qui était démontré n'était pas en lien avec notre unité, ni avec notre dimensionnement. On faisait état d'unités qui se trouvaient en Allemagne, qui avaient explosé, mais qui géraient de l'agroalimentaire, ce qui n'était pas tout à fait ce que nous, on gérait, ce qui n'était pas dans notre projet. On a également mis en ligne la présentation générale du projet, ce qui permettait aux riverains qui n'étaient pas venus voir l'enquête publique, en tous les cas, d'avoir un accès a posteriori. Et enfin, on a mis le petit film de présentation qui a été réalisé dans le cadre de la programmation FEDER, toujours plus haut. Voilà, merci à vous. Aussi, par rapport au fait qu'elle fonctionne, on a toujours, en tant que mandataire, est-ce que l'argent public a été bien utilisé? Parce que on le sait bien, pour l'environnement, il y a c'est indéniable. Mais il faut savoir que les retombées, on a quand même des retombées qui sont d'ordre de 2 types, d'ordre direct. Donc c'est la vente de certificats verts, d'électricité, de vente sur l'électricité, du réseau, et à la vente d'électricité sur notre régie communale autonome. Mais il y a toutes les valorisations indirectes que ça, les gens focalisent moins. C'est-à-dire, donc, il y a une autoconsommation d'électricité, de chaleur, donc on a une économie financière puisqu'on a des non-dépenses. Et ici, on l'a vu,
et ça a été constaté par les chiffres, que la hausse des coûts énergétiques, grâce à notre unité de biométhanisation, nous a permis d'avoir une certaine stabilité dans nos dépenses énergétiques. On a un renforcement de l'image positive de la commune verte. Bon, c'est du soutien au développement durable, puisque voilà, le CO2 que les vaches font, on le capte et on l'utilise. Donc, on a un bénéfice environnemental indéniable. Donc, on a une diminution de CO2. Donc, c'est tout ce qui est effet effet de gaz à effet de serre. Donc, par rapport à la Convention des maires que nous avons signée avec l'Europe, donc on est en bain dans le process. Nous avons aussi la création d'engrais organiques à haute valeur ajoutée qui est épandue sur les terres agricoles et qui est indéniable. Si vous mettez votre nez au-dessus d'un seau de digesta, par contre, si vous mettez votre nez au-dessus d'un seau de lisier ou de fumier, vous l'aurez compris, l'ambiance pour le barbecue n'est pas la même. Donc, nous avons également, par rapport à la valorisation des déchets, il y a également la diminution de risque de pollution par azote parce que nous sommes quand même une commune, nous avons été touchés par les inondations, donc on a une commune quand même avec un réseau assez riche en eau souterraine et ainsi de suite. Donc ça, les agriculteurs, quand ils mettent notre digesta, ça quand même, c'est pas moi qui le dis, mais ça a un impact moindre que de mettre du lisier ou du fumier sur les nappes phréatiques. Donc nous avons les nuisances olfactives, j'en reviens avec, voilà. Et alors, gain de place pour les agriculteurs qui, pour ça, se sont rendus compte qu'ils ils nous ont soutenus depuis le début. Et les agriculteurs de la commune, je pense qu'à 90% participent, si pas tous maintenant, participent à comment fonctionnement de l'unité de biométhanisation. Et il y a un win-win. Donc, ils nous apportent un intrant et ils repartent avec un digesta. Il y a un calcul qui se fait. Et donc, nous, la commune, on ne paye, entre guillemets, que le transport. Et donc, la matière nous arrive. Et comme nous avons dans la création d'emplois, la chance pour nous, la malchance pour l'ancien agriculteur qui a dû arrêter pour des raisons familiales son activité, nous avons pu engager un ancien agriculteur qui nous permet d'avoir certains avantages parfois pour avoir des restes de produits qui ont un apport énergétique, comme des betteraves qui n'ont pas su aller dans la filière. Et donc, nous pouvons récupérer et donc avoir à des très bons coûts de la matière première. Et alors, comme je vous l'ai dit, bien entendu, les objectifs européens, tout ce qui est par rapport aux effets gaz à effet de serre, on en parle de plus en plus, on doit changer. Vous avez bien compris, bientôt, nos moteurs thermiques vont devoir disparaître. Donc, ça va dans ce sens-là, puisque à un moment, nous avons eu le reproche, c'est que la commune, soi-disant, ne faisait rien par rapport aux véhicules électriques. C'est ça aussi qu'on a pu se faire, de mettre une borne à recharge rapide. En partenariat avec l'intercommunalité Gretec, 3 autres bornes vont venir sur la commune. Pour une commune de 10 000 habitants, nous aurons 4 bornes. Je crois que nous aussi, on met notre petite pierre à l'édifice pour les objectifs que la région wallonne veut atteindre. Donc voilà, pour terminer, je pense que vous l'avez compris, il faut bien se faire conseiller. Et voilà, ce n'est pas moi le dessin, c'est de Nico. Le dessin dit vraiment que la communication et le conseil, c'est important. Merci de m'avoir écouté. Bien, donc juste pour reprendre la température pour les questions, qui a des questions? Levez déjà les mains pour voir. Ok, très bien. Alors, Valentine, oui, peut-être de venir devant s'il y a des questions pour... Pardon? Allez. Voilà. Par là. Hein. Oui, si vous pouvez vous lever. Oui, merci. Bonjour, Joseph Pion, coordinateur collecte de la commune de Havelange. Je m'adresse à vous, Valentine, par rapport au projet à Leuze-en-Hainaut. Oui. En fait, il se fait qu'avant d'être à Havelange, j'étais à Leuze, donc j'étais leuzois. Et ce qui m'intrigue, c'est que justement, moi, j'en ai jamais entendu parler, alors que je suis de là depuis que je suis enfant. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que même avec les efforts que vous avez mis dans la communication, je ne suis pas un échantillon statistique très représentatif, mais moi, je n'en ai jamais entendu parler. Donc voilà,
Je trouvais ça C'est intéressant assez comme surprenant d'avoir ce retour parce qu'effectivement, nous, on a l'impression d'avoir beaucoup communiqué sur le projet, on a beaucoup parlé dans la presse. Avec la population, il y a eu 2 réunions publiques. L'enquête publique aussi a été élargie. C'était un projet de classe 1, donc avec une communication élargie, un tout de boîte, des publications journaux. Si je peux compléter ça, comme encore récemment je travaillais à mi-temps à l'urbanisme de Havelange, je vois bien qu'il y a une différence entre ce qu'on a l'impression de faire comme effort qui est sincère et véritable. Je sais que c'est vraiment un travail énorme. Et ce que les citoyens ressentent, eux. Et donc, oui, nous, on a le cas à l'urbanisme de voir les gens ne sont pas du tout au courant, ils viennent en retard prendre des questions alors que le projet est déjà lancé, alors que nous, on a communiqué. Et voilà, donc il y a une différence entre ce qu'on met comme effort et ce que les gens perçoivent. Et je crois que c'est important d'en tenir compte. Vous pouvez évoluer. Je pense que la difficulté de la communication, c'est quand la difficulté, parce que dans des projets, ça, si on commence trop tôt, nous, là, on s'en est rendu compte. Hein, au début, on travaillait sereinement. Et puis, il y a eu un moment où là, ça devenait plus serein. Hein, c'était même très, très difficile de travailler parce que tout ce qu'on faisait, on se disait, oui, mais attention, il faut faire ça, est-ce qu'on va le faire ou pas Et donc là, c'est la difficulté. Je pense que c'est vraiment, il faut communiquer, mais la difficulté dans le projet, c'est quand communiquer à l'ensemble des citoyens. Je pense que c'est ça la difficulté. Oui, effectivement, essayer d'anticiper pour ne pas être en réaction. Et voilà, ici, c'est bien, c'est vrai, comme c'est un projet qui se mène sur une longue période, d'où la difficulté de communiquer de manière efficace. Et si je peux compléter, parce que ce n'était pas le but, comme j'ai dit, vous l'aurez sur les slides. En fait, il y a toute une série d'étapes, de processus qui sont classiques. La biométhanisation, depuis le diagnostic jusqu'à la mise en service, globalement, tous les projets ont plus ou moins les mêmes étapes. Pas forcément dans le temps, mais les mêmes étapes et la succession des étapes. Et donc, comme je l'ai dit, il faut déjà avoir cette vision, les échéances, et effectivement, vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions à tous les moments, parce qu'il y a des choses que vous allez devoir valider et qui vont devenir après. La seule chose, c'est qu'il faut éviter de trop fermer, et surtout de devoir faire machine arrière, la catastrophe de la machine arrière. Parce qu'en fait, là, il y a la perte de confiance. Et donc, il ne faut pas hésiter de dire qu'il y a plusieurs alternatives éventuellement qui n'ont pas été tranchées, qui seront tranchées après telle étape. Et à ce moment-là, on décidera et on recommuniquera. Mais souvent, en fait, on est peut-être trop dans... C'est ça le message. Les porteurs de projets sont le nez dans le guidon. Ils ont tellement de choses à devoir couvrir, que ce soit administratif, que ce soit technique, que ce soit... Et voilà. Et donc, c'est un peu le parent pauvre, la communication. Alors que, en fait, après, ils se rendent compte que s'ils ont tout le monde contre eux, alors que le projet, comme ici, n'est pas du tout mauvais, on rame derrière et on met de l'énergie en plus qu'on aurait peut-être dû éviter si on avait... avoir une vision, en fait. C'est d'avoir une vision du projet et de bien la communiquer. Donc, il y a encore des questions par là, Aurore, oui. Peut-être. Bonjour, Benjamin Avocat, je suis conseiller communal à Braine-l'Alleud, donc on vient aussi un petit peu se renseigner. J'avais une question par rapport aux intrants, parce que le volume d'intrants, c'est un peu la base du projet. On parle exclusivement d'intrants agricoles, mais est-ce que c'est envisageable, dans une certaine mesure, d'aussi utiliser des déchets fermentescibles qu'on récolte auprès des habitants ? Oui, tout à fait. Ça implique d'autres choses. Si c'est des déchets, il y a une hygiénisation qui est mise en place, mais effectivement, c'est tout à fait envisageable. Et dans le projet Cibium, au départ, on était parti vraiment sur l'utilisation exclusive de culture, résidus de culture, et maintenant on est ouvert à des déchets industriels. Et je sais qu'il y a des projets qui fonctionnent avec l'utilisation de la fraction fermentescible des déchets organiques des ménages, des déchets ménagers. Oui. Ou des déchets verts, ça existe aussi, et ça se fait déjà. Donc. Nous, dans la commune, on a dû vraiment communiquer pour dire qu'on n'allait pas en utiliser. Hein. Parce que il y a une personne, oui, il est fait NIMBY, mais disons, son jardin, comme on dit, son jardin derrière, et on est derrière son jardin, mais derrière son jardin, on est à 200-300 mètres, hein, on n'est pas vraiment derrière. Mais automatiquement, pour nuire au projet, c'était ça, hein, c'était qu'on allait apporter des déchets ménagers et les introduire dans notre... Et là, on a communiqué en disant non, c'est une unité qui va utiliser que des déchets agricoles et une partie, parce qu'il faut faire une sauce, une partie de plantation énergétique. Betterave, oui. Betterave et maïs. Pour compléter l'information, pour les Auprel, on n'a pas fait le choix des déchets ménagers parce qu'on devait nous-mêmes organiser déjà la collecte des fermentescibles.
alors qu'on passe par une intercommunale qui existe déjà sur le territoire. Et nous, on n'avait pas les moyens non plus de commencer à faire un tri entre l'organique et le non-organique. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle le choix n'a été fait que on a choisi que les intrants agricoles et pas commencer à faire un tri au niveau de la commune. Sinon, on devait investir dans du matériel. Et puis, comme on fait partie d'une intercommunale qui gère les déchets, la commune, dès lors, ne peut pas gérer elle-même d'autres déchets, quoi. D'autres questions? Levez la main. Ouais. Merci. Francis Flao de la Fondation Rurale de Wallonie. Merci pour vos présentations. Ce que je voulais poser comme question ou réflexion, c'est que dans les projets de biométhanisation, comme ceux qui ont été évoqués, où le porteur de projet n'est pas détenteur de sa propre matière première, ça nécessite évidemment d'aller vers des producteurs, de les contractualiser. J'aurais bien aimé avoir peut-être un petit élément méthodologique de voir quand les choses se sont faites, mais en lien avec la communication, de voir dans quelle mesure le fait, et je pense là plutôt à Esoprel, où on parle plutôt de projets avec des agriculteurs, de voir dans quelle mesure justement l'adhésion d'un certain nombre d'agriculteurs parfaitement identifiés, bien sûr hors du périmètre des 50 mètres ou même des quelques centaines de mètres ici autour, peut être un facteur favorable à la communication en disant notre projet il est de ça, et pas uniquement dans les 50 mètres, mais dans les quartiers, voire les villages avoisinants de la commune, on a des adhérents à qui on propose quelque chose d'intéressant. Je vais répondre. Sinon, je te peux. Merci. Donc nous, il faut savoir que les agriculteurs ont d'emblée participé au projet. Dès l'étude de pertinence, de faisabilité, ils ont toujours été des acteurs de premier ordre, même si leur intention n'était pas de participer financièrement au projet, mais ils avaient un intérêt parce qu'on était parti sur le scénario des fluents d'élevage. Donc d'emblée, nous, on a jugé utile qu'ils soient partie prenante, parce que c'est quand même eux qui allaient nous fournir la matière. Et avec eux, et en accord avec eux, on leur fait signer une convention de fourniture et de reprise de digesta. Ils s'engagent à nous fournir annuellement une quantité qu'eux estiment pouvoir nous fournir. En fonction, et je pense que maintenant, on est à une quinzaine d'agriculteurs. Et on était parti du principe de ne pas aller au-delà d'un rayon de 10 km autour de notre unité. Pour que le bilan carbone reste quand même positif, puisque les certificats verts s'en ressentent, plus on est loin, les certificats verts sont impactés aussi. Donc voilà, mais d'emblée, ils étaient d'accord de reprendre le digesta parce qu'ils ont trouvé que c'était un élément qui pour eux était effectivement mieux assimilable en tous les cas par les plantes que voilà. Pour ajouter un peu plus, il y a même une collaboration entre les agriculteurs, parce qu'il y a des agriculteurs qui n'apportent rien, mais qui reprennent la matière des autres. Donc il y a un travail d'équipe, même entre les agriculteurs. Hein. Donc je trouve que nous, on a réussi, notre idée a été vraiment réussie par rapport à ça. Mais on ne le faisait pas s'ils n'étaient pas avec nous. Hein. C'était clair. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils soutiennent le projet depuis le début. Hein. Encore des questions? Oui? Non? Comment peut-on être au courant? Attendez, on va vous donner le... Voilà. Comment peut-on être au courant des endroits, des projets qui naissent en Wallonie? Vous voudriez une cartographie des... Par exemple, ou des projets qui existent même déjà. Donc, les projets qui existent, ça, sur le site de Valbium, je veux dire, on référence les installations avec, généralement, quand on fait une visite, quand c'est une nouvelle, il y a une sorte de petit rapport, comme ça a été présenté ici, du projet et ainsi de suite. Donc ça, bien sûr, c'est facile. Pour les porteurs de projets, il n'y a pas d'obligation légale. C'est un peu comme pour les éoliennes ou pour les projets je veux dire, tant que ça n'a pas été déclaré, que ça ne sort pas dans la presse, c'est difficile de savoir. Ah, si, on a notre réseau, on a plein de gens qui viennent chez nous pour nous poser des questions. Là, on le sait. Mais je veux dire, il n'y a pas, entre guillemets, une obligation, si c'est ça la question, d'avoir une identification des projets avant qu'ils ont eu leur permis ou avant qu'ils soient construits, quoi. Après, juste pour les projets de classe 1, donc il y a une réunion, c'était des projets de grande ampleur, au-dessus de, je ne sais plus combien de tonnes par heure. Au-dessus de 500 tonnes par jour, il y a une réunion à la population publique pour annoncer qu'on va initier un projet, donc avant le permis en général, avant le début de l'étude d'incidence. Donc il y a quand même
un certain délai et déjà une information à ce stade, quoi. Et Une nous, information locale, quoi. Locale, oui. Et nous, par rapport à l'Europe, puisque l'Europe nous a quand même donné des sous, nous avons une obligation, dès qu'ils demandent pour venir visiter le site, nous sommes obligés de les accueillir et de faire visiter le site aux personnes qui le demandent, hein. Donc on a une obligation de promouvoir aussi, hein, ce qui est normal. Ah, une question au fond. Peut-être vous lever pour qu'on vous... S'il vous plaît, merci. Oui, Michel Damet de la coopérative citoyenne Émission Zéro. Donc nous devons faire face à beaucoup d'arguments, notamment sur les réseaux sociaux. On nous dit oui, mais vos éoliennes, quand il n'y a pas de vent, que faites-vous? Vos panneaux, quand il n'y a pas de soleil, que faites-vous, etc. Donc la réponse que l'on donne, c'est que, écoutez, en Belgique, imaginez-vous un jour sans soleil, sans pluie, sans vent, sans déchets agricoles. Donc là... Alors moi, je voulais poser une question. On entend notre gouvernement wallon qui nous dit que nous sommes en retard, par exemple, au niveau de la construction d'éoliennes en Wallonie. Donc on doit atteindre tel et tel chiffre. Est-ce qu'il y a aussi, au niveau des unités de biométhanisation, un chiffre que l'on devrait atteindre? Donc, il y a le plan Air-Climat qui a été présenté à l'horizon 2030, hein, le PAS 2030 qui vient d'être présenté là, il y a quelques mois. Il est sorti au mois de septembre. Il a été voté au mois de novembre-décembre en première lecture par les parlementaires. Et le calendrier annoncé devrait sortir, on va dire, pour mars-avril. Et dans ce plan, en fait, ils ont décrit les différentes filières. Et donc, la biométhanisation peut jouer sur plusieurs vecteurs. Elle peut jouer sur le vecteur de la chaleur renouvelable, ça, comme ici, en fait, hein, où il y a une combinaison de production d'électricité, mais également de chaleur. On pourrait très bien imaginer, dans certains cas, en faire que de l'électricité. Et on peut aussi utiliser le biogaz, comme ça se fait déjà dans plusieurs communes en Wallonie, comme carburant. Donc, en fait, il y a deux éléments. Il y a une idée du gisement qui est mobilisable pour faire une certaine quantité de gaz. Et puis, il y a plusieurs applications possibles qui vont en fait devoir être arbitrées par les autorités régionales, de dire est-ce qu'on met plus cette technologie en avant ou une autre technologie en avance pour valoriser le biogaz. Mais aujourd'hui, on a une idée du volume à atteindre dans la trajectoire qu'ils veulent le faire. Mais les détails, on les connaîtra je pense que pour le printemps de cette année. Voilà. Encore une dernière avant de... Allez, il y a deux questions, mais rapides. Moi, c'est juste la question du ROI sur votre investissement. Je vous en prie. Hugues Baquet, NCR. Donc, à titre de communication préalable à la population, est-ce qu'on peut annoncer des objectifs budgétaires en disant, voilà, dans 2 ans, c'est payé et ça reviendra à la commune? C'est un élément important, je pense, pour les gens aussi. Non, dans le ROI, il faut retirer l'amortissement, hein. Sinon nous ne saurions pas, hein. Il faut être réaliste. C'est ça, il faut être réaliste. Un retour sur investissement, je vous dis clairement, si on part de dire après X temps, on doit repayer la même unité sur fonds propres, là, je n'ai pas fait les calculs, mais c'est énorme. Par contre, si on retire la partie investissement et le fonctionnement, avec les hausses de coûts d'énergie qu'on a eues, maintenant, nous sommes à l'équilibre, hein. Nous sommes à l'équilibre. Donc, entre guillemets, on se paye nos dépenses. Mais sinon, il faut être réaliste. C'est soit... Parce que sinon, je vous dis, tout de suite, on aurait fait une centrale nucléaire, alors on n'était plus rentable à l'époque, hein. C'est comme ça, il faut le dire, hein. Et donc, l'idée, il n'y a pas que l'intérêt financier. Et c'est ça que le citoyen, que j'ai dit, pour les retombées, il faut d'autres retombées. Comme les agriculteurs, pourquoi on les a eus avec nous? C'est parce qu'aussi, on a dit, on n'est pas là pour les transformer en producteurs d'énergie. Le but premier, c'est que les agriculteurs de notre commune restent des fournisseurs alimentaires, hein. Et donc, il y a une petite partie de nos agriculteurs qui vient en plantation énergétique, mais c'est minime par rapport à ce qui doit entrer dans notre unité. Et souvent, cette partie-là, comme je vous l'ai dit, la chance qu'on a, c'est notre agriculteur qui va nous chercher des quantités de produits qui auraient dû servir pour les betteraves sucrières. Mais il va les rechercher parce qu'ils n'ont pas su aller dans la filière normale. On les récupère. Mais comme vous le dites, je ne peux pas vous mentir si je vous disais oui, ça va être rentable dans 20 ans, mais ça, c'est actuellement non.
Si on commence à prendre l'amortissement de l'infrastructure, en plus la nôtre, M. Deung ne l'a pas dit, mais quand on a eu notre... Nous, ce n'est pas la plus grande, mais je crois que c'est une des plus belles. Voilà, parce qu'elle est dans le sol, vous n'avez pas de bulle, on sort à 1,50 m du sol encore parce que techniquement, ce n'était pas possible. Elle devait être complètement enfouie. Vous avez tout de suite compris, nos cuves sont complètement enfouies. Un coup dingue. Hein. Donc, si j'avais fait parce que je viens des finances, j'avais fait pour rentabiliser, j'aurais dit aux citoyens, ben non, on va lui acheter sa maison, il va déménager, lui, hein, et on va mettre. Mais voilà. D'accord, je ne sais plus où il y avait une question. Voilà. C'est une mini question complémentaire. Donc vous parlez d'un investissement 3,7 millions hors TVA avec 10% communal. Mais au niveau des frais de maintenance annuels, vous êtes dans quelle fourchette? Comme le chiffre dans le matin. Parce qu'il y a toute une série de coûts qui intervient dans la gestion de l'unité. On a tous les marchés publics de maintenance, etc. On a désigné un spécialiste pour le moteur cogène. On en a un autre pour tout ce qui est maintenance électronique, électromécanique. De mémoire, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Il faut que je reprenne mon tableau avec tous les coûts. La difficulté, c'est que nous, on a une comptabilité budgétaire. Donc, je n'ai pas un poste unité de biométhanisation. Donc, il faut aller chercher dans les fichiers Excel. Mais ça, on peut vous fournir l'idée du coût, combien ça nous coûte, et l'idée combien ça nous rapporte. J'avais justement pour montrer le seuil de rentabilité qu'on avait atteint. Ça, je peux vous le fournir. Il n'y a pas de secret. Non, une dernière précision, il faut savoir aussi pour l'administration communale, je crois que le but premier n'était pas non plus d'avoir quelque chose qui soit hyper rentable ou sur base duquel on fait plein de bénéfices. C'était l'image de marque aussi que l'unité allait représenter pour Esoprel comme une verte et tout doucement nous se lancer un peu vers des éléments d'ordre électrique comme les véhicules. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas trop penché sur le fait... c'était viable, financièrement c'était viable. Après, personne n'a jamais annoncé qu'on allait s'enrichir grâce à l'unité de biométhanisation. Et il faut comprendre aussi, c'est ça que je dois expliquer moi au conseil communal. Parfois, ils voient un investissement et ils nous disent « ouais, mais elle est faite ». Je dis « ouais, mais c'est un outil. Un outil, il devient obsolète. Il s'use. Et donc, il faut remplacer et toujours réfléchir à améliorer ce process. Et donc, au conseil communal, l'ensemble ne sont pas dans le milieu de l'industrie ou des finances. Et donc, il faut leur expliquer qu'il est tout à fait normal par rapport à une unité de biométhanisation qu'il y aura toujours des investissements et qu'il faudra toujours améliorer le processus. C'est tout. Voilà. On va conclure avant d'entamer la visite. Juste un élément, je pense qu'il est important, à la fois quand on est autorité communale et on doit défendre les deniers publics et peut-être aussi rassurer les gens qui veulent se lancer là-dedans. Moi, je connais une installation ici en Wallonie. Elle a été construite en 1974, donc 48 ans. Je vais dire bientôt 49. Le gros, c'est du génie civil, c'est du terrassement, des cuves et ainsi de suite. Logiquement, si ça a été bien construit, vous pouvez tenir ça des très, 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 très longues années. Et donc, je veux dire, il y a effectivement les pièces mécaniques qui doivent être renouvelées comme partout assez fréquemment, mais ce n'est pas le gros de l'investissement. Donc, il y a des chances que beaucoup de digesteurs qui existent aujourd'hui, on sera tous en train de siroter les pissenlits par les racines et ils seront encore là. Et donc, je veux dire, c'est... Ah oui, si on tombe dedans. Ouais, ça, c'est une diversification qu'on n'a pas encore abordée. Mais voilà, donc je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que c'est une approche long terme, mais qu'avec un outil qui a quand même de solides arguments à être mis en œuvre pour le présent, mais aussi pour le futur. Donc maintenant, je vais laisser... Ah voilà, j'allais me tourner vers vous. Donc avant d'entamer la visite, je vous ai déposé sur vos chaises les consignes de sécurité. Soyez attentifs parce que ça, c'est une demande de notre conseil en prévention. On est quand même pour partie dans une zone ATEX. Soyez attentifs aux consignes qui ont été déposées et de les respecter lorsqu'on sera sur site. Merci à vous. Je suis Frédéric De Jong, je suis le conseiller en environnement de la commune d'Esoprel. Et alors on se retrouve ici sur le site de l'administration communale.
et on va aller alors visiter l'unité de biométhanisation. Principalement, l'unité est composée de différentes cuves. Donc on a une cuve qui est un fermenteur qui représente plus ou moins 2000 m3. On a une cuve de stockage qui représente 36 mètres de diamètre et qui a un volume de plus ou moins 6000 m3. On a une cuve qui est appelée préfosse qui représente 8 mètres de diamètre pour 200 m3. Et on a une citerne qui est à haute pluie qui est similaire que la préfosse avec les mêmes dimensionnements. L'unité de biométhanisation est composée d'un moteur de cogénération qui va nous permettre de produire de l'électricité brute de 190 kW et une production thermique brute de 240 kW. On a une quantité d'intrants, fumier de bovin, fumier équin, lisier, etc. pour une quantité totale annuelle de 12 430 tonnes. Donc comme c'est un moteur cogénération, on produit et du thermique et de l'électrique. Alors la partie électricité, mais comme le thermique, profite à l'ensemble des bâtiments qui se trouvent sur le site de l'administration communale, sur le site sur lequel on se trouve.